BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans BFM Crypto, le club. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 sur BFM Business avec Jonathan Erskov. Bonjour. Bonjour Sandra. Ravi de vous recevoir dans cette émission, Jonathan. Fondateur et CEO de Stackinsat, organisateur de Surfing Bitcoin. On va beaucoup en parler de cet événement, d'autant qu'il a changé de forme cette année et dans un but bien particulier. Vous nous rappelez ce que fait Stackinsat? Alors Stackinsat, on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. Donc c'est tout simplement une application web et mobile qui va vous permettre d'épargner efficacement sur Bitcoin avec la méthode du dollar cost averaging, c'est-à-dire lisser son investissement pour réduire les risques, en gros. En face de vous, Michel Kazaka, fondateur de Value Chain. Bonjour. Fondateur Bonjour. et président d'ailleurs. Value Chain, ça existe depuis quand? Depuis 3 ans et demi, à peu près. Qu'est-ce que vous faites? C'est un cabinet de conseil dédié au domaine des crypto-paiements. C'est le mariage de deux mondes, l'industrie des paiements d'un côté, l'industrie de la blockchain de l'autre. Et c'est toute l'expertise technique, conformité, conseil autour de ces deux domaines-là. On va parler de Bitcoin beaucoup dans cette émission, d'investissement des entreprises, d'adoption massive, on espère, et de pédagogie aussi. Dans cette demi-heure, soyez les bienvenus. Continuez à nous écrire sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Crypto le club, c'est parti. Jonathan, je commence par vous. Je pose toujours un peu cette question aujourd'hui, en ce moment dans l'émission, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe en Europe, mais déjà ce qui se passe aux États-Unis. Vous qui êtes un grand défenseur de Bitcoin, comment vous analysez ce début d'année 2025? C'est très mouvant les sols en ce moment. Alors, merci pour cette question Sandra. Évidemment, on a eu un cataclysme en 2023 déjà avec l'annonce de Larry Fink et des ETF Bitcoin, puis finalement la mise en œuvre opérationnelle début 2024. Tout ça en fait a porté le prix du Bitcoin à la hausse. Et enfin, en juillet 2024, notre cher président, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas Donald Trump a annoncé en juillet 2024 qu'il allait créer cette réserve stratégique. Puis, il a gagné les élections en novembre, ce qui a poussé le prix du Bitcoin à la hausse. Et effectivement, en janvier, avec son investiture, finalement, on voit que Bitcoin reste justement au devant de la scène. Et effectivement, c'est grâce à Donald Trump. Mais effectivement, on peut quand même nuancer par rapport à ces premières annonces qui finalement dénaturent un petit peu ce qu'il avait dit en juillet 2024. Et que globalement, c'est un peu de l'opportunisme politique, même si effectivement, pour moi, je reste quand même sur une note positive par rapport à tout ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois. Et c'est notamment grâce à lui. Voilà. Mais il faut quand même prendre des précautions par rapport aux prochains mois. C'est intéressant ce que vous décrivez parce qu'il y avait un enthousiasme, un espoir en fait pour ces 4 années de mandature de Donald Trump. Ce qu'il a fait avec le même Trump par exemple, ce qu'il a fait, vous dites que c'est de l'opportunisme, c'est aussi peut-être une question d'enrichissement personnel. En tout cas, la communauté Bitcoin s'est posé la question et ça a peut-être un petit peu freiné cet espoir, cet enthousiasme du début d'année. Ah, complètement, mais pour moi, c'est de l'opportunisme politique, c'est de l'enrichissement personnel pour lui et ses proches. Son meme coin, son Trump coin, et le Melania Trump, enfin bref, il a fait n'importe quoi. Et ce qui, pour moi, en fait, décrédibilise le secteur et justement peut être d'ailleurs un signal de bear market. Parce que s'il continue avec ses conflits d'intérêts, ça peut aussi pousser le marché à la baisse. Donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, clairement, aujourd'hui, Trump aura tendance à dénaturer le Bitcoin et dénaturer en fait la promesse de Bitcoin qui n'a rien à voir avec ça. Et je rappelle, réserve de valeur, moyen de paiement et système monétaire. Oui. On en est très loin avec son Trump coin. Oui, c'est ça, c'est un petit peu contradictoire. Vous qui travaillez, Michel, sur la conformité notamment, à cela, à ces espoirs un peu douchés parfois, s'ajoute toute la réglementation qui s'est remise en place. Il y avait ce qui existait, et puis il y a MiCA qui est entré en vigueur en début d'année. Vous, comment vous le voyez, vous la voyez cette année 2025? Alors déjà, je partage l'analyse, bien sûr, faite avec Jonathan, avec un complément. Complément d'analyse parce qu'en fait, sincèrement, Trump, il a surfé sur Bitcoin aussi. Bitcoin, il a des cycles, c'est assez connu, c'est pas Trump qui les a inventés, on est tous d'accord là-dessus. Les cycles sont relativement de taille de 4 ans environ, autour du halving, et Trump, il est arrivé au moment de ses élections où il n'y avait pas que lui qui faisait des promesses pour l'écosystème crypto, il a décidé de surfer sur un grand écosystème aux États-Unis et même à l'international qui avait des fonds
et qui était en train de monter en pouvoir d'achat, en pouvoir de valorisation. Donc il est venu vraiment faire les bonnes promesses au bon moment de la montée de la valeur. Donc c'est pas vraiment Trump seulement qui a fait monter la valeur, c'est aussi Trump qui a surfé sur la montée de la valeur pour peut-être s'enrichir de son côté, mais pour gagner aussi. Parce qu'il faut dire aussi que le parti Bitcoin aux États-Unis a vraiment aidé la campagne Kennedy et Trump après. Maintenant, pour répondre à la question de la réglementation, on voit bien une très grande différence de mindset aujourd'hui, de mentalité américaine et européenne, qui a été encore remarquée hier par le vice-président américain à Paris, qui a rappelé qu'on a une overdose de réglementation en Europe, d'ailleurs aux États-Unis aussi, je le rappelle, pareil au Canada, dans tous ces grands pays. On a relativement, on peut le dire, une overdose de réglementation. Mais nous sommes les champions, il faut le dire, dans le domaine des cryptos. Nous étions les pionniers à réglementer ce domaine-là, d'une façon très grande, sans peut-être étudier l'efficacité économique de cette réglementation, ce qui est exactement en train de faire aujourd'hui Trump et Elon Musk en disant qu'il faut réduire la charge réglementaire pour que les petites entreprises puissent se développer, que ce soit en crypto ou en IA. On va parler de votre vie de tous les jours en tant que spécialiste professionnel du Bitcoin. Chez Stackinsat, ces mises en conformité, ces nouvelles réglementations, c'est un pur casse-tête. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors nous, quelque part, on est un peu privilégiés parce qu'il se trouve qu'on a été les premiers parmi les enregistrés PSAN. Donc c'était en 2020. Donc là, on a la clause du grand-père qui s'applique. Donc nous, on a 18 mois pour se mettre en conformité. Vous avez ce délai en plus des autres. Exactement. Alors évidemment, vous doutez bien que je travaille quand même sur le sujet avec mes avocats. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'étais avec eux hier. Et quand je vois en fait la liste des documents à fournir et des procédures et des politiques à rédiger, c'est juste délirant. Ouais. Alors nous, on a la chance justement d'être une société qui est déjà bien établie, ça fait plus de 5 ans qu'on existe. Donc, quelque part, on a la chance justement de cette expérience. Mais en tout cas, pour les nouveaux entrants, c'est juste pas possible. Donc, quelque part, en fait, ça permet que aux grosses entreprises ou aux sociétés historique finalement de progresser dans cet écosystème. Oui, c'est bien d'avoir l'expérience, mais il faut la stabilité financière. Ça reste des entreprises, ça reste des acteurs du système économique. Je ne sais pas, Liu-Chain, comment vous gérez, vous, cette étape? Alors, un des péchés de la réglementation MiCA, c'est le fait qu'elle a uniquement fait un focus sur le risque. Effectivement, c'est la même nature de risque que se trouve dans des entreprises qui travaillent avec des crypto-actifs ou crypto-monnaies que des entreprises qui travaillent avec des monnaies et du crédit. C'est même catégorie de risque, mais ce n'est pas la même valeur du risque. Malheureusement, la réglementation MiCA, elle est venue dire c'est les mêmes risques, donc c'est les mêmes règles qui doivent s'appliquer aux petits ou aux grands. Chaussures à taille unique à peu près pour tout le monde, ce qui ne marche pas très bien. Ce que Value Chain fait, nous accompagnons aussi les entreprises telles que Stackinsat, mais ce n'est pas un client, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Nous accompagnons les exchanges crypto en France pour se conformer, pour gérer le risque, pour gérer la conformité à plein de normes. Il y a des normes de cybersécurité, des normes de sécurité tout court, des normes de conformité et de réglementation, en plus de la RGPD, de MiCA. Donc, c'est quelque chose de faisable. En soi, c'est sain de réglementer. En soi, c'est sain. En revanche, il faut juste accompagner mieux les entreprises pour qu'ils arrivent à pénétrer sur le marché. Donc la priorité d'un entrepreneur, normalement, ne devrait pas être payer 30% ou 40% de son chiffre d'affaires pour être conforme. Normalement, il doit payer ces 40% pour se développer, pour grandir. Ce qui n'est pas le cas pour les grandes institutions qui peuvent se permettre de payer un peu pour être conforme, pour acheter la conformité. Et donc, c'est le rôle de mon entreprise, entre autres, et des entreprises comme la mienne, d'accompagner ces exchanges crypto pour être conformes au moindre coût et à la meilleure qualité et sécurité possible. Quelles sont les réticences que vous rencontrez chez vos clients aujourd'hui? L'une des premières, c'est la durée de traitement des dossiers par le régulateur. Ça, on ne peut pas assez le répéter. Le régulateur, il a décidé de réguler, mais il ne s'est pas mis en ordre de marche pour mettre en place la réglementation d'une façon fluide et souple. Parce que si la finalité, c'était juste... Est-ce que la finalité, c'était juste de réguler et de laisser arrêter le marché? Si c'était ça l'objectif, il peut être atteint facilement. C'est un objectif facile à atteindre. En revanche, si l'objectif c'était de faire émerger des licornes et des startups européennes pour gagner en souveraineté, en innovation, malheureusement, cet objectif il est très très loin d'être atteint par manque d'accompagnement des régulateurs. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est le plus grand. Jonathan, c'est vous qui avez amené Michel sur ce plateau. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi c'était important? Alors effectivement, j'ai la chance et l'honneur en fait, déjà de connaître Michel depuis un certain nombre d'années, et je le reconnais par rapport à
son expertise justement sur les paiements. Et je l'ai invité pour plusieurs raisons. Enfin, je te l'ai proposé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, Michel est client avec son entreprise ValueChain pour placer sa trésorerie en Bitcoin. Et la deuxième raison, c'est que ce sera aussi un intervenant au prochain Surfing Bitcoin qui aura lieu donc le 26 avril, sur ce nouveau format qu'on pourra évidemment détailler tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour ces deux raisons-là que je t'ai proposé, Michel. C'est intéressant parce que là, on parle de paiement de crypto d'un côté, on parle d'investissement en entreprise. Ça se matérialise comment? On a du mal en fait à se rendre compte, et il y a plusieurs façons de le faire d'ailleurs. Comment ça se matérialise le paiement crypto pour une entreprise? Quelles sont les options finalement, Michel? Effectivement, avant de parler de la partie réserve, parlons de la partie crypto-paiement. Les entreprises ont la liberté aujourd'hui, réglementaire, d'accepter des paiements, des règlements en crypto-actifs. Donc ça, je parle un peu le langage jargon. Le langage commun, c'est dire j'accepte un paiement en Bitcoin. Oui. C'est légal de le faire, il y a des contraintes évidemment. Et notre entreprise, comme celle de ValueChain et d'ailleurs celle de StackingSat, peuvent accompagner les commerçants, par exemple, ou les industriels à accepter des paiements en crypto. Accepter un paiement en crypto veut dire soit prendre un paiement en Bitcoin et le garder en Bitcoin dans sa trésorerie, soit le transformer en euros et le mettre dans sa trésorerie classique. Et pour les deux cas, heureusement en France, on a plein de solutions, en France d'ailleurs, et des solutions étrangères aussi. Donc il y a une question d'adoption qui nécessite une acculturation et une solution technique, comment ça rentre dans la caisse, comment ça rentre dans la trésor, comment on déclare la partie plus-value et fiscale. Et du coup, ValueChain, comme d'autres entreprises, accompagne les commerçants dans ces démarches-là. Quel intérêt de faire ça pour une entreprise en Bitcoin plutôt que de le faire, d'investir en or, d'investir en actions? Quel est l'intérêt de Bitcoin? Excellente question, parce qu'il y a deux intérêts. Il y a un intérêt de paiement, il y a un intérêt de réserve et d'action. L'intérêt paiement pur. En général, le panier moyen d'un payeur en Bitcoin, il est beaucoup plus élevé que le panier moyen d'un payeur en euros ou en dollars. Donc pour le commerçant, il y a un intérêt pur économique de dire, moi si Michel ou Jonathan veulent payer avec leur Bitcoin, ils sont frustrés de pouvoir les dépenser quelque part, oui. Bien sûr pas en entier, mais une petite partie, leur panier moyen, il est 3 à 4 fois supérieur. Donc en soi, c'est très important. Deuxième chose, c'est un paiement international. C'est-à-dire que si Michel il est en train de payer je ne sais pas, moi, aux États-Unis, au Canada ou en Roumanie ou en Espagne, il n'y a pas un problème de transfert d'argent transfrontalier qui passe par des banques centrales, par SWIFT. Ces fameux intermédiaires. Voilà. Donc le coût, il est inférieur pour le commerçant. Il faut rappeler que c'est le commerçant qui paye les coûts d'une transaction. Ouais. Quand vous le payez 100 €, il reçoit en moyenne 98 ou 96 si c'est un paiement en ligne. Alors que si on le paye en Bitcoin, il va recevoir exactement le même montant, moins 0, quelque chose de commission Lightning, par exemple, ou autre. Donc il y a un intérêt doublement économique d'accepter un paiement en crypto. Maintenant, après, on peut parler de pourquoi ils pourraient les garder ou pas. Oui. Voilà. Eh ben, ça, c'est encore une autre raison plus importante, d'ailleurs. C'est le meilleur canal d'avoir une réserve. Donc là, on parle de trésorerie. Trésorerie. Alors, il y a deux choses. Il y a la trésorerie court terme, il y a la trésorerie stratégique. C'est un investissement. Pourquoi une entreprise comme la mienne a fait ce choix de passer par StackingSat, par exemple? C'est que d'abord, je suis convaincu du plan DCA. Ça veut dire, chaque mois, mettre un petit montant en Bitcoin, quel que soit le prix du marché, que Bitcoin monte, que Bitcoin descend. Alors ça ne vient pas juste d'une croyance, ça vient d'une analyse, d'une conviction. En tout cas, c'est mon cas dans mon entreprise. J'invite chaque entreprise à faire son devoir de réflexion, mais un des meilleurs choix, c'est de ne pas regarder le marché s'il monte ou s'il descend, parce que je peux vous donner des chiffres maintenant, si vous le souhaitez. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mis en place ce plan avec StackingSat. Alors, c'est un plan automatisé. Donc déjà, moi, je ne réfléchis pas. Vous ne regardez pas. J'ai réfléchi avant, je prends les fruits après. J'ai réfléchi au début, j'ai automatisé. Dès que je fais chaque mois un virement automatique instantané à StackingSat, immédiatement, il me renvoie en face le montant équivalent en Bitcoin. Ce montant en Bitcoin, il est préservé par ValueChain, normalement. Les entreprises peuvent le mettre chez StackingSat ou chez d'autres, mais moi, je recommande qu'ils le gardent chez eux avec leur propre clé. Ledger, par exemple. Encore une entreprise française. Une fois que vous faites ça, moi, mon bilan sur la première année, c'est-à-dire chaque année, on doit faire une déclaration, le bilan de l'entreprise. Dans le bilan, on fait un constat qu'on a payé, par exemple, je donne un exemple, je ne sais pas, moi, 50 000 € de Bitcoin cette année. Le coût d'achat, c'était 50 000. Et bien, la valeur à la fin de l'année, de la première année, ça a augmenté de plus 75%. Donc, si vous trouvez un moyen d'investir votre argent et avoir une plus-value de plus 75%, moi c'est un témoignage que je fais, qui n'est pas représentatif évidemment, mais sur 2022 à 2023, c'était le cas, plus 75%.
l'année d'après, donc j'ai au moins 2 années à vous présenter, donc toute l'année 2024, imaginons que le coût d'acquisition il est de 50 000, au lieu que ça fasse plus 75, ça fait plus 98%. Donc il y a un bear market ou un bull market, et c'était le cas sur ces 2 années, je rappelle, depuis 2 ans, il n'y avait pas le prix Bitcoin qui montait. Le bilan de cet exercice sur 2 ans, et là je termine là-dessus, ce n'est pas plus 75 et plus 98. Parce que moi, je n'ai pas vendu mes bitcoins. Donc on va parler après de la valeur de la plus-value plus latente. Mais en revanche, comme je n'ai pas vendu, moi, le bilan sur 2 ans, c'est plus 215%. Eh oui. Donc, c'est encore un autre intérêt pour une entreprise de dire, je garde une partie de ma trésor en bitcoin. On est en hausse hein, jusqu'à la fin de l'année. Malgré tout, la période est favorable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, l'acceptation, le fait d'avoir des cryptos, et notamment du Bitcoin, parce que c'est la crypto-monnaie la plus utilisée, la plus détenue, c'est 12% à peu près de la population. On est à peu près à ça sur les derniers chiffres. On attend les prochains. D'après la DAN, effectivement, on est autour de 12%. D'après la DAN. C'est moins que les autres pays, les pays voisins, le Royaume-Uni par exemple. Cette adoption, elle passe justement par une meilleure compréhension du monde des entreprises, Jonathan. Alors effectivement, à mon sens, et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui en France, mais c'est vrai qu'on pourrait même dire que dans d'autres pays c'est la même chose, c'est le manque d'éducation de manière générale. Oui. Et effectivement, c'est une belle perche que vous me faites sur Surfing Bitcoin. Donc je rappelle que c'était la 5e édition là en août dernier. Donc on va créer cette 6e édition qui aura lieu à Bordeaux, donc le 26 avril, mais sur un nouveau format. Et l'idée, c'était non plus de réunir l'écosystème. Alors après, je suis très content de réunir l'écosystème à Biarritz tous les ans. Mais effectivement, le but, c'était d'adresser cette nouvelle population, cette nouvelle clientèle, ces nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, notamment grâce à l'élection de Trump et aux 100 000 euros dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et le but, c'est d'apporter un maximum d'éducation, de sortir aussi des amalgames entre Bitcoin et les cryptos, parce que c'est quand même 2 choses qui sont différentes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce nouveau format de Surfing Bitcoin sur une journée. Donc la matinée, on sera vraiment sur une éducation financière traditionnelle. D'ailleurs, donc Michel sera intervenant sur cette partie, du coup, paiement, système bancaire. Ensuite, on aura des économistes qui vont nous parler de pourquoi l'argent est créé, enfin l'argent traditionnel, comment est-il créé, et finalement identifier un certain nombre d'inefficiences pour arriver à la raison pour laquelle Satoshi Nakamoto a décidé de créer Bitcoin en 2008. Et ensuite, l'après-midi, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est Bitcoin, sur le fonctionnement d'une transaction, sur la fiscalité évidemment, Oui. on va parler un petit peu des paiements, parce qu'il y a aussi le Lightning Network qui est une surcouche du Bitcoin qui permet d'avoir des paiements instantanés sur le réseau Bitcoin. Bref, l'idée vraiment de cette journée, c'est d'adresser donc une clientèle de débutants, de néophytes et voire même de sceptiques. Parce que là, on va vraiment sortir de l'aspect spéculation, trading, fantasme des gains rapides qui sont souvent le cas quand même avec les cryptos. Là, vraiment, on va orienter les discussions sur l'utilité. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Stackinsat et Surfing Bitcoin depuis le début, c'est montrer que Bitcoin, c'est utile, donc à la fois en tant que réserve de valeur, mais aussi en tant que moyen de paiement, et c'est un petit peu l'objectif de cette conférence, de faire comprendre le plus simplement possible l'utilité de Bitcoin au plus grand nombre. Oui, là, on parle d'éducation financière dans les grandes largeurs, finalement. C'est ça qui est intéressant, parce que vous dites que vous avez changé le format, mais aussi changé... les acteurs eux-mêmes ont changé. Ça a complètement évolué juste en 5 ans, quasiment. C'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est dingue. Et alors, effectivement, encore une fois, on revient sur la présence de Michel aujourd'hui, mais... son témoignage, et d'ailleurs merci pour ton témoignage, et on voit même depuis 1 an et depuis justement la montée du Bitcoin, l'élection de Trump, que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutionnels ont un peu switché par rapport aux idées reçues qu'ils avaient, et nous en fait on a multiplié par 2 le nombre de clients entreprises rien que l'année dernière. Donc c'est quand même incroyable, en tout cas pour nous. Et encore une fois, donc Michel a parlé de la partie paiement, qui est évidemment une composante importante du Bitcoin. Mais souvent, moi je vois en fait, il y a 3-4 raisons pour lesquelles les entreprises achètent du Bitcoin aujourd'hui, notamment celles qui ont de la trésor qui dort.
parce que ça arrive, il y a quand même des boîtes aujourd'hui en France qui heureusement ont beaucoup de succès et souvent qui laissent dormir leur trésorerie sur leur compte. Et effectivement, je rappelle quand même quelque chose qui est assez connu, mais que l'euro et les monnaies traditionnelles sont malheureusement déflationnistes, inflationnistes, pardon. On perd de l'argent, oui, exactement, perdent de l'argent. Et cette inflation fait qu'ils perdent de leur pouvoir d'achat. Donc déjà, rien que ça, c'est la première raison. Bitcoin permet justement de préserver le pouvoir d'achat sur du long terme. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, évidemment, on a le potentiel de rendement que Michel vient d'évoquer, qui est évidemment très important. Ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant, mais attention, il y a des risques. J'allais le dire. Voilà. Je viens de parler des deux. Exactement. Un conseil d'investissement de ma part, en tout cas. Exactement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, alors je ne sais pas si on va pouvoir le passer à l'antenne, mais on voit, donc j'avais envoyé un graphique où on voit que finalement la volatilité du Bitcoin, donc, qui est en fait la mesure du risque en finance, diminue linéairement depuis que son adoption augmente au fur et à mesure. Et ça, c'est quand même une statistique très intéressante, parce qu'effectivement, le Bitcoin aujourd'hui est de moins en moins risqué, en tout cas sa volatilité est de moins en moins risquée, encore une fois, parce que l'adoption est de plus en plus importante. On va se demander, finalement, vous parliez tout à l'heure des commerçants, des industriels qui pouvaient avoir envie d'être payés en Bitcoin. Comment on les cible? Comment on leur parle? Comment on se dit, vous pourriez être le candidat parfait pour peut-être envisager cette option? Comment on fait, Michel? Ça, Michael Saylor, il le rappelle tout le temps. Il ne faut jamais aller les chercher. Ça doit être une conviction qui vient d'eux-mêmes. Donc ça passe par l'éducation. C'est pour ça que les actions que, par exemple, Surfing Bitcoin font, je suis très fidèle à cet événement parce qu'il a de la valeur en soi. Franchement, c'est un peu unique cet événement qui se passe en France parce qu'il est dédié au Bitcoin. Il ne fait pas d'amalgame avec tout le domaine, tous les cas d'usage possibles de la blockchain et des cryptos. C'est une culture qu'il faut qu'on s'approprie. Typiquement, c'est un cheminement que mon entreprise a fait. Un commerçant ou un industriel, dès qu'il va voir que dans sa trésorerie, il a une liquidité qui dort, qu'il essaye d'investir dans les actions ou dans les obligations, et qu'il voit que le rendement, déjà dans ces deux domaines, n'est pas à la hauteur, donc, ni en monnaie, ni en devise, ni en actions, ni en bons de trésor, il va aller chercher à les fructifier. La meilleure façon de faire, c'est d'aller les investir dans son entreprise, c'est de créer de la richesse avec cet argent. Si ce n'est pas le meilleur moment, parce qu'il doit préparer des choses avant, il doit les placer. Et un des meilleurs placements, sans que ça soit encore une fois un conseil d'investissement, que moi j'ai trouvé en tout cas, c'était de les faire dormir en Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est rare en soi, c'est une crypto-monnaie qui est rare par conception, par Satoshi Nakamoto. Ishwa Efati n'arrête jamais de le répéter, il n'y aura que 21 millions, ça tout le monde le connaît. Mais ce n'est pas parce que c'est rare que ça a de la valeur, ça a de la valeur parce que c'est très utile. C'est utile dans les moyens de paiement, c'est utile pour faire une réserve de valeur en soi. Quoi qu'il arrive, c'est très intéressant ce que vous faites pour Surfing Bitcoin. L'évolution sera peut-être d'aller cibler les futurs entrepreneurs, ceux qui apprennent aujourd'hui. Alors l'éducation financière en France est déjà très limitée, que ce soit jusqu'à la fin du lycée ou que ce soit après même dans les écoles de commerce. On a fait un test, on a demandé à plein d'enseignants d'écoles de commerce dans cette émission. Ils n'enseignent pas du tout les crypto-monnaies, même dans les cours de finance. C'est quand même très problématique. Alors c'est problématique, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est le syndrome français. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard sur tout. Et effectivement, le Bitcoin en fait partie. Pas sur la réglementation. Pas sur la réglementation, tu as raison de le préciser, Michel. Mais c'est vrai que moi, pour revenir quand même rapidement sur une dimension qui est importante pour moi, c'est justement, et peut-être que ça devrait aussi être enseigné justement dans les écoles de commerce, c'est la différence entre Bitcoin et les cryptos. Pour moi, justement, Bitcoin, ça revêt la capacité d'avoir une préservation du capital à long terme, une épargne justement bon père de famille, et les cryptos, on n'est plus sur quelque chose de spéculatif, avec un espoir, je dirais, en fait, je compare souvent les cryptos aux biotech. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des promesses qui, effectivement, sont émises par leurs créateurs au départ, mais dont les résultats, en fait, sont hasardeux, voire qui n'arrivent jamais, ce qui est aussi le cas dans les biotech. Donc, c'est pour ça, quand même, on est sur deux choses qui sont radicalement différentes. C'est pour ça qu'aussi, je parle de la diversification. Alors, la diversification en finance et en gestion de patrimoine, c'est très important. Je rappelle, c'est en gros ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ce qui est évidemment très important. Et on doit justement intégrer des actifs qui sont décorrélés, donc c'est-à-dire qui ont
dont l'évolution du prix est totalement différente. En gros, juste pour rappeler la corrélation, parce qu'en fait c'est important, une corrélation de 1, c'est deux actifs qui évoluent exactement dans le même sens. Une anticorrélation, ce sont deux actifs qui vont évoluer radicalement différents. Et une décorrélation, c'est quand justement le mouvement de prix est totalement différent. Et justement, Bitcoin est totalement décorrélé aujourd'hui de toutes les classes d'actifs. Alors effectivement, ça c'est d'ailleurs un gros débat, mais aussi du marché action américain. Il y a une étude qui est sortie, mais bon, enfin, en fait, c'est des statistiques qui sont très connues. Le S&P et le Bitcoin sont corrélés à 0,2%. Décorrélés. Donc on est plutôt sur quelque chose de décorrélé. Donc c'est très important de détenir du Bitcoin dans cette logique de décorrélation pour diversifier son portefeuille. Et on en revient aux cryptos, et c'est là où on dit oui, mais il faudrait aussi diversifier sur d'autres cryptos. Et effectivement, parce que j'ai vu passer la slide tout à l'heure là, mais ça c'est très important, c'est finalement on a fait une étude de corrélation entre l'indice Coin 50, qui reprend les 50 plus grosses cryptos du marché, et le Bitcoin. Et en fait, on s'aperçoit que le Coin 50 est corrélé à 90% avec le Bitcoin. Donc en gros, on se dit, finalement, dans une logique de gestion de patrimoine, à quoi ça sert de s'exposer finalement à des cryptos dont les promesses pour certaines qui vont probablement disparaître en grand nombre, autant finalement rester sur du Bitcoin et justement capter tout le potentiel de rendement tout en diminuant le risque. 30 secondes pour le mot de la fin, analyse sur Bitcoin, il doit être classé dans un portefeuille, dans une catégorie très différente de toutes les autres cryptos. Bitcoin, c'est une réserve de valeur, peut-être au même titre que l'or si vous le souhaitez, mais encore mieux. En revanche, les autres, c'est un investissement dans un projet. C'est parce qu'on connaît l'équipe. C'est ça, exactement. Mais il ne faut pas y aller par hasard. Dans l'entreprise, quand on prend une décision de mettre une partie de la réserve en Bitcoin, il faut que ce soit une décision entre les actionnaires pour qu'il n'y ait pas de problème de responsabilité. Voilà. Et de quelqu'un d'informé, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à Surfing Bitcoin le 26 avril, à Bordeaux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On s'inscrit où ? Alors, on s'inscrit sur le site surfingbitcoin.com. Et pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'être clients de Stack Insat, on rembourse les 20 € en Bitcoin. Et ça fait partie d'une petite offre commerciale qu'on est content de proposer aujourd'hui. Voilà, c'est dit, rendez-vous est pris. On en reparlera évidemment dans cette émission. D'ici là, l'éducation financière, notamment sur le Bitcoin, extrêmement important pour la suite, l'avenir du secteur dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, messieurs. Jonathan Ascovici, fondateur et CEO de Stack Insat, organisateur de Surfing Bitcoin le 26 avril à Bordeaux. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Merci Michel Kazaka, fondateur de Value Chain et président de Value Chain. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux. Émission à retrouver en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.